Par fourrés et bosquets de l'agreste champagne, divague un promeneur à la haute silhouette. Son pas est modéré, son pied mal assuré. N'est-il pas éreinté par le poids des années, par le poids des soucis, par le poids des conflits? Parfois le font souffrir, à la jambe, au poignet, les reliquats glorieux d'intrépides combats. Dédaignant plaisir vain, son âme taciturne chérit cette campagne à l'aspect terne et triste. Ses friches nuques affligent une lèpre invisible que parasite et ronge une incurable gale. Ses prés, ses maigres champs, étriqués, désolés, d'où quelquefois affleure un vieux moignon crayeux, ses tertres émoussés, collines érodées, ces guérets négligés, pâtis abandonnés, ces replats miséreux, monticules pouilleux, ces chemins ravinés, terreux et poussiéreux. Son humeur se complaît dans ce gris paysage, car c'est là qu'il retrouve, authentique et profonde, la gauloise contrée de ses lointains aïeux. Lui qui naguère a vu d'infinis horizons, qui jadis parcourut océans, continents, Désormais se limite à fouler de son pas le terroir champenois d'un village anonyme. Colombé, hameau calme en ce monde agité, Colombé Thébaïde en ce monde hystérique. C'est ainsi qu'il parcourt le sous-bois clairsemé. Là, son regard au sol ne rencontre que souches. mais son esprit s'élève au-delà des étoiles. De la patrie son pied n'emprunte qu'un layon. Pourtant la France entière en son âme est gravée, de Marseille à Cambrai, de Mulhouse à Carhaix. Lui qui dans les palais côtoyait chefs d'État, souverains, empereurs, maréchaux et pontifes, Ne croise en la futaie que la fouine et l'hermine. lui qui dans l'assemblée haranguait députés, lui dont les discours galvanisaient les foules, N'apostrophe en ce lieu que moineaux et corbeaux. mais ne s'adresse-t-il à Dieu seul confident, tel méditait celui qui délaissa le trône dans un couvent obscur au fond d'Extrémadure. Quel est ce promeneur? Quelle est cette silhouette? N'est-il spectre déjà? C'est lui, Charles de Gaulle. C'est le guide suprême et le suprême phare, gardien, veilleur, prophète et pasteur de son peuple. Trouverait-on parmi les sommités illustres celle qui plus encore s'imposa, triompha, qui domina le siècle et modifia l'histoire, qui fléchit les puissants par son verbe et son bras? Quel nom glorieux pourrait suggérer sa grandeur, sinon celui d'Auguste ou celui de Solon? Quel humain, quel héros supérieur Trismégiste parvint à son niveau, put seul représenter le génie d'un pays dans l'espace et le temps, put mieux s'identifier à sa nation natale? N'eut-il destin, dessein plus éminent, suprême
que celui de Cromwell, Bonaparte, Alexandre? N'est-il Christ effaré, n'est-il saint torturé, sur l'autel de la France, épouse, amante et mère? N'est-il pas Sévola, Cincinnatus, Coclès? Pourrait-on le comprendre, élever nos pensées jusqu'à cette envergure où se meut son esprit? L'homme est froid, distant, hautain, sec, intimidant, noble et solennel, austère et sévère, intègre. Qui pourrait soutenir son regard exigeant? Qui pourrait sous le feu de cet œil magnanime, sans honte l'aborder, sans respect le toiser? L'arrogant ambitieux qui voudrait l'accoster, ne souhaiterait-il pas se recroqueviller, disparaître en vapeur, s'annihiler sous terre, plutôt que d'affronter son jugement terrible? Cependant le vieillard continue son chemin. Ce jour, il ne sait pas pourquoi la nostalgie s'est ancrée dans son cœur et l'invite à marcher. Là, vers cette colline, au sommet couronné, de bouleaux rabougris de hêtres maladifs. L'homme revoit sa vie, les combats, les épreuves, le succès, l'insuccès de sa lutte sans fin. L'homme revoit en lui se lier son destin. Des lueurs et clameurs dans son esprit défilent. Dinan, premier combat, Douaumont l'échec, Douaumont l'encerclement, Douaumont désastre. L'ennemi l'a touché, mais l'ennemi le soigne. Puis Ingolstadt, le camp, ce lamentable exil. Puis vient la paix, débat, puis la guerre à nouveau. Les chars à Montcornet, les chars sur Abbeville. Mais vainqueurs, les nazis pénètrent dans Paris. Paul Reynaud, pour parler, puis le refuge à Londres. Pétain l'ami, Pétain devenu l'ennemi. De ces tristes années, plus rien ne l'interpelle. Cependant une image en son esprit se fige. Broadcasting House, immeuble au cœur de la City. Studio, bureau sommaire au spartiate décor. Projet d'intervention, feuille blanche, écriture. Lignes fébrilement tracées, puis raturées. Ce discours n'est-il pas maintenant illisible? Mais la dactylographe est là pour le taper. Là de sa réflexion, le général confie la précieuse missive à la fille ingénue.
C'est elle qu'en ses doigts, cet humble secrétaire va bientôt se lier la survie d'un pays. C'est elle que son nom sera de tous connu. Jamais elle n'a pris ce métier dans sa vie. Pourtant, magiquement, ses lestes mains s'activent. On croirait qu'elle tisse un invisible fil sur le panneau dressé d'un antique métier, débrouillant les chevaux des mailles emmêlées. N'est-ce en elle cachée cette divinité qui préside aux travaux du glaive et du fuseau? Qu'est-elle infime atome au sein du tourbillon? Qu'est-elle être innocent face à l'immense drame, face à l'enjeu crucial, au défi planétaire? Chouvencelle de France, appliquée, réservée, n'est-elle inspiratrice et mystique médium sur laquelle l'énergie virile volonté retomberait vaincue, paralysée, brisée? Car sans l'intercession de ses doigts féminins, le miracle espéré pourrait-il s'accomplir? Sans la bénédiction, la fonction religieuse, rien ne saurait jaillir, ne saurait aboutir. La fille, cependant, achevant sa besogne, d'un geste rend l'ouvrage ainsi devenu clair. Ne l'a-t-elle imprégnée d'une onction mystérieuse? Puis l'enregistrement, le micro, la voix calme, qui frémit, qui s'élève, et s'enfle, et vibre, et tonne. La voici confinée sur une infime bande. Là, muette, elle attend le moment de surgir. Cependant, par l'imposte, un agent observant qui notait, scrupuleux, chaque mot de l'appel, rejoignit Westminster, son rapport à la main. Puis l'attente, 19 heures, l'interminable attente. 20 heures, l'attente encore, l'insurmontable attente. Le crépuscule tombe, ensevelissant Londres. Tout se fond, disparaît dans l'informe crachat. Le destin n'est-il pas semblable à ce brouillard? N'est-il pas comparable au cours de la Tamise qui se perd au lointain vers l'horizon blafard? La nuit s'étend, pareille au désespoir. « 21 heures, l'attente encore, puis 22 heures. » Voici l'instant suprême où l'avenir se noue, le moment pathétique où le conflit se joue. Et soudain le signal, soudain la voix, dans la nuit du malheur, dans la nuit de l'horreur, la nuit du cauchemar et la nuit de l'espoir. Notre patrie se trouve en péril aujourd'hui. Nous devons tous lutter afin de la sauver.
La voici transportée par les ondes de radio, la voici qui s'élance à travers l'océan, franchit la Manche et plane au-dessus de Calais, Cherbourg, Caen, Le Touquet, Fécamp, Barfleur, Boulogne. Notre patrie se trouve en péril aujourd'hui. Nous devons tous lutter afin de la sauver. Puis voici qu'elle suit les canaux et cours d'eau, Seine et Loire, Escaut, Rhin, Garonne et Rhône, Adour. L'on croirait subjugué que la reconnaissant, rues, affluents, confluents, fleuves et rivières, de vallées en vallées, bienveillamment la guide. La voici qui s'étend, qui s'éploie, se déploie, sur les champs, sur les prés des plaines franciliennes, sur les bois et forêts de troncées brocéliandes, sur les massifs neigeux, les rivages brumeux, sur les cirques épiques des alpines contrées, sur les puits et les sucs des chaînes volcaniques, Ventoux, Mont-Blanc, Sancy, Canigou, Vigemal, sur les écueils brisants d'Uras, d'Ouessant, Fréhel, falaises d'Étretat, calanques de Cassis. Notre patrie se trouve en péril aujourd'hui. Nous devons tous lutter afin de la sauver. Son écho se répand, se multiplie, s'élargit, d'Alsace en Picardie, Bretagne, Auvergne, Artois, de Catalogne en Brie, d'Aquitaine en Provence, de Corse en Bourbonnais, de Saintonge en Velay, de Lorraine en Poitou, Limousin, Normandie, Franche-Comté, Roussillon, Vendée, Languedoc. Notre patrie se trouve en péril aujourd'hui. Nous devons tous lutter afin de la sauver. La voici qui grandit, s'accroît, s'intensifie, rebondit sur les arcs, franchissant le Gardon, vers le mont Saint-Michel, s'engouffre dans la rade. La voici qui jaillit, qui s'irradie, rayonne, sur les parvis marbrés de Chenonceau, Chambord, par le treillage en fer haussant la tour Eiffel, sur les puissants remparts entourant Saint-Malo, sur le pont d'Avignon, la maison d'Artémis, dans les vastes bassins du grand parc à Versailles, la statue d'Apollon sous le choc a frémi, l'on croirait que le dieu palpite en l'écoutant. Notre patrie se trouve en péril aujourd'hui. Nous devons tous lutter afin de la sauver. La voici balayant les villes et villages, de Brest à Concarneau, de Brive à Châteauroux, Lyon, Tours, Marseille et Nantes, Épinal et Bordeaux, Piana, Vézelay, Pérouge, Ivoire et Quichem. La voici parcourant les rues, les avenues, la voici pénétrant, s'infiltrant, s'immisçant dans chaque maisonnée, chaque immeuble et villa, chaque bourrine et mât, chaque ferme et buron. Notre patrie se trouve en péril aujourd'hui. Nous devons tous lutter afin de la sauver. Mais qui peut dans le noir discerner son écho? Dans la nuit qui l'entend, qui la comprend, la suit? Le pays de Dortil, inconscient, apathique, va-t-elle s'évanouir, disparaître et mourir? Mais les bouches alors vont remplacer les ondes. Voici la prolongeant, linotypes et presses, de journal en journal, d'affichettes en tracts.
sur le pays vaincu, la voix tonitrue s'enfle. Par quel miracle ainsi la voici devenue, trombe, ouragan, typhon, que rien n'arrêterait. Cette flamme a jailli, cette voix résistance qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cette flamme a jailli, cette voix résistance qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cette flamme a jailli, cette voix résistance qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cette flamme a jailli, cette voix résistance qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cette flamme a jailli, cette voix résistance qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Se put-il qu'un jour le destin d'un pays ne tint qu'à la survie d'un homme solitaire? Londres, Accord, Sikorsky, Churchill, Éden, Bénesse, les sympathies affluent, soutien, secours, appui. Spark, Pierrelot, nous voulons, nous Belges en exil, désavouer Pétain, reconnaître de Gaulle. Mais voici que survient le temps des trahisons. L'accueillante île amie devient perfide Albion. L'ennemi n'est celui qu'il affronta jadis, les armes à la main, sur un champ de bataille, mais lors d'une entrevue par la seule parole, sous le riche lambris d'appartements cossus. Churchill, Roosevelt, unis, l'influence française ne doit pas s'imposer. Nous devons sans tarder saper ce mouvement, débriser le prestige de ce chef trop lucide et trop charismatique. Manœuvres et pressions, puis intimidation. Roosevelt, décommandons l'uranium du Congo. Mais l'on ne peut soumettre ainsi la volonté d'hommes représentant l'honneur de la patrie. Churchill, Roosevelt, amers, obligés d'accepter le ralliement vainqueur autour du général. Mais l'hypocrite jeu se poursuit en rampant, le féroce appétit des Yankees se dévoile. Roosevelt, la France doit rester un État faible. Nous devons l'avilir, nous devons l'amoindrir. Projet d'occupation, puis d'asservissement. L'âme-gotte, perfide joug du faux libérateur. L'instrument tortueux de soumission forcée qu'un gouverneur zélé, tel satrape moderne, doit appliquer bientôt pour enchaîner l'Europe. Sournoise implantation de bases militaires, destruction concertée, réduction calculée, du pouvoir, de la monnaie, de l'économie. Que vaut-il mieux pour nous qui sommes sans défense, l'épervier germanique ou la spique britannique, ce fou dément d'Hitler ou ce Roosevelt cynique, l'anéantissement ou bien l'étouffement, la vassalisation, la colonisation. Puis le débarquement,
la France délivrée, puis le retour Bayeux, triomphe, apothéose, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ne faut-il se méfier de cette paix trop belle? Nous devons agir vite avant que les Yankees n'aient le temps d'investir le pouvoir à leur guise. N'est-il chef naturel, incontestable, unique? La République unie de nouveau s'affermit. C'est ainsi que la France acquiert sa liberté. Puis élection, discours, la Chambre et les partis. N'est-ce un vil traquenard, un traître marécage? Mieux lui convient la guerre et l'action militaire que les subtilités d'alliances politiques. Cependant, le voici conduisant le pays. Le combat continue par la diplomatie, remplaçant chars d'assaut, tirs de l'artillerie. Mais le colonialisme au général s'impose. Le colonialisme a tout, chance, échec, boulet, fleurons sinon furoncle, ornant, défigurant le front de la patrie, la chair de la nation. Faut-il choisir, opter pour une Algérie libre? Ne faut-il retirer ce douloureux cancer? Ne faut-il arracher ce gangréneux organe? Chirurgie palliative, obscène charcutage, l'amputation hardie laisse des cicatrices, les harkis, les pieds noirs, attentats, convulsions, puis la hideuse plaie se referme dans l'ombre. De Gaulle, Adenauer, traité de l'Élysée. Les Allemands ne sont ennemis de la France, car bientôt la Concorde unira nos destins. Puis le traité de Rome et l'Europe des Six. Mais comment accepter dans la communauté ce cheval de Troie dont que les Yankees nous tendent, ce navire accosté prêt à l'appareillage? Comment sur notre sol accepter l'occupant, l'OTAN, ce bras armé pour étouffer le monde sous dessein fallacieux de la démocratie? L'invasion soviétique, épouvantail habile, pour mieux terroriser, pour mieux vassaliser. Que sont tous ces pays laquais de l'Amérique, ces honteuses nations paralysées de peur, se complaisant toujours à courber leur échine? L'Atlantique et l'Oural, Madrid, Moscou, l'Europe, saurait-elle trouver sa légitimité sans le pays des tsars, la patrie des Cortés? Le russe est devenu stalinien communiste. Le russe est-il pourtant l'ennemi de la France? Le Kremlin, devant lui Podgorny, Kosygin, l'incroyable rencontre osée, réalisée, l'Occident offensé, l'Occident offusqué, les codes chamboulés, changés, bouleversés, le voyage en Russie, l'Amérique vexée, la Chine reconnue, l'Amérique froissée. Montréal, ovation, vive le Québec libre! Mais Ottawa, stupéfaction, réprobation, propos blessants, choquants, propos inconcevables, qu'on aurait même osé prévoir et concevoir. Le Québec étouffé par l'hydre anglo-saxonne, le Québec avalé par la pieuvre USA, le Québec ranimé, le Québec restauré.
Mais voici les tourments et les désagréments. Vient mai 68, la chienlit dans la rue. C'est l'incompréhension pour le vieux combattant. D'où sont venus soudain ces groupes maoïstes qui hantent facultés, investissent lycée, les pavés arrachés, barricades levées. L'homme providentiel, Pompidou. Pour parler, syndicats, patronat, les accords de Grenelle. Puis la situation rétablie, restaurée. Mais n'est-ce une semonce, un avertissement? Ne faut-il adopter la sage décision pendant qu'il en est temps de quitter ma fonction? Comme cet empereur au sommet de sa gloire, ne dois-je, avant le terme, abdiquer de moi-même? N'est-il plus belle fin que ce renoncement? N'est-ce mieux que l'affront d'un échec pathétique? L'éviction prépare un cartel politique. La boisserie, Colombey, la sérénité. Mais voici le temps venu des longues réflexions, temps du recueillement, temps des méditations. Que sont nation, pays, ethnie, population, que sont traités, proclamations, constitutions, l'individu, la société, quelle entité, mieux convient aux humains, constitue vérité. N'est-elle pas risible, insensée, délirante, cette arène où chacun lutte pour la survie? Que peut bien signifier, représenter l'histoire, devant le firmament, le cosmos et les astres? Que sont les monuments, ces minéraux témoins de grandeur et d'orgueil, de puissance et de science, face au temps destructeur, face au temps ravageur? Vers quel but nous conduit l'exponentielle courbe, dont l'ascendance tend vers le point oméga? Que peut bien signifier, que peut représenter le progrès qui s'accroît, l'humanité qui monte, le sapiens devenu demi-fou, demi-dieu, mourant de cachexie, lançant des satellites? Mais un grand soir, nation, pays, population, monument, loi, proclamation, constitution, tout se dissipera dans l'éternelle nuit. C'est ainsi que médite en marchant le vieillard. Devant ses pas, la pente annonce la colline. Son faîte se dessine à travers les branchages. Lors, brusquement saisi par une inspiration, l'homme s'arrête et lève aux cieux gris son bâton, comme s'il fût un spectre, une impériale crosse, le double insigne uni du royaume éternel. Puis solennel ainsi qu'une statue de marbre, s'adressant aux nuages, il égrène ces mots.
ici que l'on élève une croix de Lorraine, lorsque m'aura saisi la parque impitoyable. De partout l'on verra ses larges bras tendus, vers tous les horizons brillera son éclat, de Cherbourg à Bayeux, d'Orange à Gargilès, de Lille jusqu'à Blois, d'Uriage à Carcassonne. Tel quand il atteignit le bord de l'Œcumène, le conquérant du monde, Alexandre, intima que là fût érigée cette colonne en bronze, rappelant à l'Orient la borne d'Occident. Le vieillard se croit-il choisi par le destin? Se prend-il investi d'une mission divine pour le prophète élu que meut la Providence? Paranoïa puérile ou bien sénilité? Mais, facétieux, voici qu'il ajoute en riant. Ce monument sera, jugez-en très utile. De nobles visiteurs en habits noirs pourront, de fiantes l'honorer, car ainsi croissant, les corbeaux fatigués viendront s'y reposer.